Et cet invité, c'est vous, Vincent Lemire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, vous vivez à Jérusalem, vous faites le déplacement en ce moment d'ailleurs à Paris. Là-bas, vous dirigez le centre de recherche français. Vous êtes passionné de cette ville, vous lui avez consacré de nombreux ouvrages. Et le dernier en date, le voici, au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem. On va développer ce que c'est que ce quartier maghrébin qui a existé de 1187 à 1967. Livre à retrouver aux éditions du Seuil. En fait, vous retracez l'histoire oubliée de ce quartier maghrébin de Jérusalem qui était au pied du mur des Lamentations. C'est le résultat d'une longue enquête que vous avez débutée en 2016. Vous avez épluché les archives sur place, mais aussi en France, en Turquie pendant des années. Vous explorez en fait les strates de Jérusalem, où creuser le moindre trou dans cette ville revient à faire émerger un passé de 3000, 2000, 1500 ou 55 ans. En l'occurrence, il s'agit de ce quartier rasé en 67. Quel était ce quartier de Jérusalem, ce quartier maghrébin? Alors c'était un quartier à la fois bien singulier et assez emblématique de l'histoire de la ville. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi quartier maghrébin? Oui. Pourquoi pas déjà quartier arabe quartier maghrébin, comme il y a des quartiers serbes, des quartiers syriens, des quartiers yéménites. Cette ville, depuis toujours, elle accueille des gens qui viennent de partout, de toute religion. En l'occurrence, le quartier des Maghrébins, c'est un quartier habité par des musulmans, des pèlerins. Et Saladin, en 1187, quand il reprend la ville aux croisés, il récupère une ville qui est très dépeuplée, presque désurbanisée, et en particulier cette partie sud de la ville. Et donc, il va confier à son fils, Al-Afdal Ali, le soin de réurbaniser la ville, de la repeupler, donc faire venir du monde, et la resanctuariser d'un point de vue islamique. Donc, il y a un certain nombre de fondations pieuses islamiques qui sont créées, qui ressemblent à n'importe quelle fondation sous nos latitudes, hein. C'est-à-dire qu'il y a un village, le village de Ain Karem, qui va rapporter des revenus, et puis ce quartier qui est là pour loger, soigner, nourrir, inhumer, si les gens viennent à mourir, les pèlerins qui arrivent du Maghreb, donc Tunisie, Algérie, Maroc, soit qui sont de passage pour quelques semaines. À l'époque, on ne fait pas de pèlerinage en 3-4 jours. Hein. On reste plusieurs mois avant l'avion. C'est sur le chemin de la Mecque. Hein. C'est exactement sur le chemin de la Mecque. Il faut se mettre dans ce monde-là d'avant l'avion. Aujourd'hui, on fait le pèlerinage à la Mecque en avion, aller-retour. À l'époque, on accoste à Jaffa, on va à Hébron, on va à Jérusalem, on y reste du temps. C'est là d'ailleurs qu'on se prépare au pèlerinage. Et puis, on va à la Mecque. Ou alors, on s'arrête aussi au retour. Et parfois, on est malade et on reste. Ou alors, parfois, on se marie, on fait des enfants. Et donc, ce quartier maghrébin, ma première découverte, c'est que ce sont vraiment des Maghrébins qui y vivent jusqu'en 1967. Ils s'appellent d'ailleurs Al-Tounsi, Al-Marakchi, Al-Karoui. Enfin, ils ont des noms très, très maghrébins, Al-Maghrébi. Et ils ont des liens très forts avec leurs cousins restés au pays. Parfois, ils font des allers-retours, etc. Donc, ce n'est pas un toponyme, un espèce de toponyme hérité comme ça. C'est un vrai quartier qui a une vraie identité maghrébine, où on parle un arabe très particulier, qui est l'arabe maghrébin, où on pratique un islam maghrébin, qui est aussi... qui est pas l'islam, enfin qui est un islam sunnite, mais quand même assez particulier. Les Maghrébins le savent. En particulier, il y a un culte des saints. Enfin bon, donc c'est un quartier qui est depuis à l'époque mamelouk, ottomane, mandataire, etc., qui est bien singularisé dans la ville, très valorisé, et ensuite évidemment qui va avoir un destin tragique. C'est-à-dire que le problème, c'est le lieu où il se trouve. Voilà, c'est ce qui fait le titre du livre, hein, au pied du mur, c'est-à-dire pour le dire un peu d'une formule comme ça, ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est-à-dire que, alors que ce quartier est fondé 3 siècles avant la sanctuarisation juive du mur, hein, ça c'est pas du tout un débat entre historiens, c'est pas ma spécialité, c'est-à-dire qu'aux alentours du XVIe siècle, quand Soliman le Magnifique construit les remparts de la vieille ville, les Juifs de Jérusalem, qui sont de plus en plus nombreux à l'époque ottomane, à l'époque, ils avaient l'habitude de commémorer la destruction du temple depuis le sommet du mont des Oliviers. Et puis, au moment de la construction de la muraille, on crée en fait un sanctuaire dédié à cette mémoire du temple, du premier et du second temple, et ça va être ce qu'on va appeler le mur occidental. Et effectivement, le quartier maghrébin, il est littéralement au pied du mur, c'est-à-dire qu'il arrive à 2,50 m, 3 mètres du mur. Alors, pendant des siècles, tout se passe très bien, parce que les communautés juives ne sont pas très nombreuses. Et puis, à la fin du 19e siècle, début 20e, avec l'essor du projet sioniste et des communautés juives de plus en plus nombreuses et de plus en plus ferventes, ça pose un problème, si vous voulez, d'espace public, puis ensuite de sécurité. Il y a les émeutes du mur de 1929. Et évidemment, tout ça va avoir une issue tragique en 1967. Et ça, c'est qu'à l'issue de la guerre des 6 jours, ce quartier va être rasé très très rapidement. Alors, il est rasé, c'est pas compliqué. La population du quartier, donc à peu près 800 habitants à ce moment-là, ils sont évacués en 2 heures. Dans la soirée du samedi 10 juin 67,
quelques heures après le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu avec la Syrie, c'est le samedi après-midi 10 juin, et l'évacuation se passe entre 18h et 20h, et la destruction du quartier dans la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche matin, il n'y a plus de quartier. C'est presque incroyable, voilà. Mais en fait, il y a effectivement énormément de bulldozers. Et là, on est dans une chronologie très israélienne, c'est-à-dire que les autorités israéliennes, l'armée, la municipalité, le gouvernement savent très bien qu'en fait, il y a une fenêtre de tir, entre guillemets, de quelques heures, tant qu'on est encore, que la poussière, on va dire, de la guerre n'est pas retombée, que les observateurs ne sont pas arrivés, les journalistes ne sont pas là, sauf Gilles Caron, qui est là par hasard parce qu'il suit la tournée de Sylvie Vartan. Et donc, il est à l'agence Gamma et il dit à ses collègues « Je vais rester parce qu'il se passe quelque chose. » Et donc, ça va être le seul qui va photographier le quartier juste avant la disparition. Dans le récit officiel israélien, les gens sont partis de leur plein gré, c'est loin d'être le cas. Bien sûr, ouais, non, mais ça c'est pour ça que c'est un livre qui est important en termes de monographie, parce qu'il raconte des choses très très passionnantes sur l'histoire du quartier, mais il dit beaucoup de choses aussi sur l'histoire de la région, sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Sur l'histoire de la France également. Sur l'histoire de la France, ça c'est une des découvertes du livre, enfin, et c'était ma découverte, c'est-à-dire que de 1948 à 1962, le village de Nkarem, donc qui a porté les... Ces Maghrébins, ils sont français. Ces Maghrébins, ils sont français. Ils sont ressortissants de l'Empire français. Et donc la France va en fait utiliser sa position au Maghreb pour d'abord se faire une place dans la vieille ville de Jérusalem, on est entre Israël et la Jordanie, et puis pour faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power vis-à-vis en particulier des oulémas algériens et des mouvements indépendantistes algériens qui montent, et puis également tunisiens et marocains. Ça va échouer, mais cette histoire a eu lieu. C'est-à-dire que pendant une quinzaine d'années, la France s'est présentée, et c'est dans les textes, dans les archives du Quai d'Orsay, c'est assez frappant à entendre aujourd'hui en 2022, la France s'est présentée comme une puissance musulmane, voire comme une puissance islamique, qui devait défendre les lieux saints musulmans au même titre que les lieux saints catholiques. C'était il y a 50 ans, et c'est assez utile à rappeler aujourd'hui. Vous dénoncez une sélection dans les fouilles archéologiques, parce que les archéologues israéliens s'intéressent surtout à l'époque biblique et les strates de l'histoire plus récente sont négligées. Quand les restes de ce quartier ont été découverts, parce qu'en fait il y a eu de très fortes chutes de neige, comme il y a eu il y a quelques jours encore à Jérusalem, il y a un pan entier qui est tombé, on a découvert des objets sur place. Ce que vous dénoncez notamment, c'est qu'il y a une sorte d'archéologie sélective à Jérusalem, et finalement, tout cela ressort presque par hasard. Oui, alors je suis pas le premier. C'est un sujet extrêmement important. Il faut dire deux choses. Il faut dire que le gouvernement et les financeurs de ces fouilles veulent mettre au jour et mettre en valeur les couches les plus basses, qui sont les couches bibliques, d'accord, la stratigraphie biblique. Et donc, si vous visitez Jérusalem aujourd'hui, les sites israéliens, vous allez voir essentiellement de l'archéologie biblique. Ça, c'est pour on va dire la mise en tourisme, et voilà. Par contre, le travail professionnel des archéologues, qui sont mes collègues avec lesquels je travaille, eux, ils font leur travail comme il faut. C'est-à-dire que quand ils traversent les couches post-bibliques, qui sont les premières, en archéologie, le plus ancien est en bas et le plus récent est en haut. Donc on commence toujours par les couches les plus récentes. Et en l'occurrence, quand ils ont fouillé là, trois fenêtres de fouille, évidemment, la première couche, c'est la fouille, c'est le quartier maghrébin. Et alors là, on est sur de l'archéologie très contemporaine. C'était il y a 55 ans. Donc on trouve, c'est des photographies, on trouve des bouilloires, des chaussures, un salon de coiffure, un bol de mousse à raser. Ça documente aussi la brutalité de l'expulsion. Ça annule complètement l'histoire de « ils sont partis de leur plein gré » parce que on ne part pas en laissant tout sur place, des vêtements, etc. Et donc ça, c'est une archéologie contemporaine, évidemment très touchante, très émouvante. Mais il faut dire, voilà, que ces archéologues israéliens fouillent correctement ces couches-là. Et puis ce qu'ils retrouvent, ils le gardent bien de côté. Oui, c'est bien documenté. C'est bien coté. C'est bien. On peut le retrouver. C'est-à-dire que moi, si je demande à aller dans l'entrepôt de l'archéologie israélienne, on me montre les objets que je... c'est conservé mais pas mis en valeur. Voilà, c'est conservé mais pas mis en valeur, exactement. Ouais. Merci beaucoup Vincent Lemire, le temps passe très vite. C'est passionnant, c'est un ouvrage pour l'histoire, clairement, et dont beaucoup d'historiens pourront se servir. En tout cas, ça permet de répertorier ce quartier maghrébin. Ça s'appelle « Au pied du mur, vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem ». Et vous le voyez ici à l'écran. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Vincent Lemire. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir choisi France 24. On se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle édition.